Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on poursuit donc notre voyage au cœur de votre patrimoine et on s'intéresse à présent au marché financier. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui sont au cœur de ce monde financier depuis notamment, bien sûr, l'arrivée de Donald Trump et ses premières mesures. Mais on va le voir, il n'y a pas que ça. Et c'est Marc Favard qui va nous guider ce matin. Bonjour Marc. Bonjour Cédric. Merci d'avoir rejoint le plateau de Radio Patrimoine, directeur général de Promépar AM. Bon, allez, déjà, quand vous regardez comme ça, là, tous les matins, les marchés en vous réveillant, vous vous dites quoi? Quels sont un petit peu les gros marqueurs, l'évaluation que vous faites de cet état de santé un peu des marchés mondiaux? Alors, quand je suis un investisseur, je suis quand même content parce que je gagne quand même de l'argent en général sur les actions, sur les taux. Donc, malgré tout ce qu'on a autour de nous, les performances restent encore satisfaisantes et énormément de changements. Alors, la chose peut-être la plus importante sur laquelle on va travailler pour les prochaines années, c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une croissance mondiale toujours autour de 3,2%, mais avec des changements de régime. C'est-à-dire qu'on voit bien que sur les États-Unis, on va vers un ralentissement, mais est-ce qu'il sera plus profond? Ça, c'est la question sur laquelle on peut revenir, mais quand même quelque chose d'assez différent en Europe et même en Chine, où là, on peut espérer un peu plus de croissance. Donc le débat, c'est un peu une normalisation de la croissance dans le monde, donc un petit peu moins aux États-Unis. Et on va voir, faut pas que ça descende beaucoup trop bas. Et puis, l'espérance qu'en Europe, on a un moment important. Bon alors, nos États-Unis, et d'abord l'animal Trump, entre guillemets. On a vu que son arrivée avait eu pas mal d'effets sur les marchés notamment, avec des questions, des interrogations. Comment vous voyez les répercussions à plus long terme, justement, si on essaie de se dire, voilà, on sort un peu de l'écume du mouvement du bonhomme et on regarde un peu ce que ça peut donner en termes de changement de ton. Alors, je dirais qu'il fait du bien à l'Europe. C'est-à-dire que la première bonne nouvelle, c'est qu'il nous oblige à nous remuer. Et depuis le rapport Draghi en septembre jusqu'au rapport de compétitivité il y a encore quelques semaines, plus le bazooka allemand, on est servi. Donc là, l'Europe réagit et tant mieux. Ça, c'est la première bonne nouvelle du côté de Trump. Par contre, le bas de Trump, c'est beaucoup d'incertitudes sur le commerce et extrêmement difficile pour les économistes de faire des stratégies, de mettre des probabilités sur des stratégies. Que va devenir l'inflation? C'est un sujet. Les niveaux de croissance. Donc, les niveaux d'incertitude et les index, il y a des indices d'incertitude, ils n'ont jamais été aussi importants. Ouais. La vie des marchés, c'est quelque chose de volatile. Par contre, la vie économique, c'est moins volatile normalement. Donc, beaucoup de zones d'inconnu. Mais est-ce que d'ores et déjà, j'ai envie de dire, la volonté économique de Trump, elle vous a conduit à modifier, à impacter un petit peu vos stratégies d'investissement déjà chez Promépar? Est-ce que vous êtes dit, ça déjà, faut plus qu'on le fasse ou faut qu'on le fasse différemment? Peut-être ce qu'on peut dire, c'est qu'on va quand même vers moins de croissance aux États-Unis, plus en Europe, plus en Chine. Donc, la diversification de portefeuille n'a jamais été autant d'actualité et peut être payante. On voit bien qu'en 2024, c'était la concentration, l'exceptionnalisme américain, les méga seven. Ça, c'est quelque chose qui change. Donc, dans les portefeuilles, c'est certainement quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, pour un Européen, je dirais qu'on avait certainement pas pris la hausse l'année dernière des États-Unis, ni le dollar, ni les méga seven. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y a une réadaptation des portefeuilles certainement à faire. Alors, nous, ce qu'on a pu faire, c'est, il y avait des secteurs, tous les secteurs liés un petit peu aux tarifs, faut certainement faire attention. Donc, ça peut être à la fois les Apple, les GAFA américaines, mais aussi, évidemment, les valeurs de boissons, les valeurs de luxe. Donc, c'est peut-être pas les sujets sur lesquels il faut aller. L'automobile, c'est des sujets compliqués, mais on avait certainement un boulevard depuis un certain temps sur les banques européennes et les courbes de taux avec des taux courts qui baissent et des taux qui montent, c'est quand même un grand bonheur pour les banques. La thématique quand même de la défense et tout ce qui va avec, donc il y avait de quoi faire et de faire bouger ces portefeuilles. Et le maître mot pour moi, c'est la diversification peut enfin payer. Alors, depuis qu'on se cause, on a beaucoup parlé d'économie avec les impacts effectivement des uns, des unes et des autres. On reviendra notamment sur l'Allemagne et sur l'Europe parce que c'est très intéressant. Mais il y a aussi d'autres défis, des défis géopolitiques. Enfin voilà, on ne va pas se lancer dans une analyse géostratégique de la situation avec la Russie et l'Ukraine, mais il y a aussi la question de la Chine, là pas du tout économique, mais de la Chine et éventuellement de Taïwan et des choses comme ça.
sont des défis auxquels on est confronté aussi et qu'il faut prendre en compte. Oui, chaque zone, on a une régionalisation. Il y a la Grande Amérique qui peut aller jusqu'au Groenland en ce moment. La Chine qui mettra ou pas la main d'une manière indirecte sur Taïwan, et l'Europe qui subit ces deux monstres. Donc là, ce qui est important, c'est un moment un peu de tournant. On n'en a pas souvent, donc je pense qu'il faut le saluer. Et on va voir comment tout ça s'exécute. Donc aujourd'hui, on avait peut-être un peu trop de croissance aux États-Unis, avec trop de tiré par des déficits. Trump voulait plus de croissance, voulait que on consomme aussi en Chine, aux États-Unis, au profit de l'Amérique. Et on vit ces changements de polarité, et on les voit un petit peu partout, sur la croissance entre les zones, sur les thématiques d'investissement, sur des divergences de politique monétaire. Vous voyez, au Japon, on remonte les taux parce que les salaires remontent. Aux États-Unis, on est en statu quo, et on espère qu'en Europe, on va continuer à les baisser, parce qu'en Europe, ce qui est important, il faut un plan budgétaire, mais il faut aussi un policy mix pour l'Italie, la France, qui ne pourront pas forcément relancer, mais auront besoin de taux bas. Alors justement, rentrons sur cette zone européenne qui nous concerne au premier chef, bien évidemment. Et il y a eu ce changement de paradigme en Allemagne. J'ai envie de dire, on est passé du tout au tout. C'est Picsou qui a ouvert le coffre-fort, ou presque, ou qui s'apprête à ouvrir le coffre-fort. Vous le voyez comment c'est un impact potentiel énorme sur notre économie européenne, là, pour le coup. On va pas bouder notre plaisir. C'est quand même très très positif. C'est le plan Biden qui s'applique en termes de montant en Allemagne, et avec tout le ruissellement qu'on peut avoir. Il faut savoir que les déficits européens sont autour de 80-85%, les États-Unis ont 55%, donc toute l'Europe et l'Europe protestante a de quoi faire. Et d'ailleurs, on a tout le ruissellement possible indirect qui arrivera pour... si la grande économie qui fait 25% du PIB va bien, ça va aider. On avait en Europe seulement l'Espagne, le Portugal, la Grèce. Là, ça change un petit peu l'histoire. Après, ça va être dans l'exécution. Est-ce qu'on va être capable d'exécuter ça assez vite ? On sait que les effets court terme économiques ne vont pas être présents, mais les effets de confiance peuvent être présents, et on le voit déjà un petit peu dans les flux boursiers. Et tout ça peut avoir un impact sur les banques centrales, que ce soit Trump, que ce soit ce changement de paradigme en Allemagne. Effectivement, vous nous avez dit un mot de ces taux. Les banques centrales, on avait l'impression que elles étaient peut-être pas sorties du jeu, mais que voilà, c'était Trump qui allait prendre toute la lumière. Et là, tout le monde dit, oui, mais alors attention, parce que si Trump génère plus d'inflation, comment va réagir la Fed, etc. La BCE, comment est-ce qu'elle va appréhender effectivement cette nouvelle donne allemande ? Qu'est-ce qu'il faut penser de cette évolution des taux d'intérêt ? Quel impact ça pourrait avoir sur les portefeuilles ? Alors, côté américain, on voit bien que Trump ne tape pas sur Powell. Il a quand même besoin... C'est vrai que... Il a quand même besoin à un moment que... Probablement que les taux baissent, les conséquences des effets des hausses des tarifs sont peut-être inflationnistes à court terme, mais déflationnistes. Donc, les marchés obligataires l'ont peut-être aussi un petit peu vu. Donc, ça serait certainement possible que la Fed, à un moment, réagisse. Donc, le put Fed puisse arriver, mais faut pas trop qu'il arrive non plus, parce que ça voudrait dire que ça ralentit fort. Côté Europe, moi je pense que la BCE doit continuer, on doit amener les taux sous les 2%, parce qu'il faut cette double politique, parce que le court terme de la BCE va permettre d'absorber quelque part des tarifs qui seraient amenés à remonter, et les plans d'infrastructure, les plans de relance, on va les voir sur le long terme. Et les pays du Sud, Italie endettée, la France, ont besoin parce que nous, on a moins de marge de manœuvre. Donc, on a, je l'espère, une BCE qui continue le mouvement, où on additionne les deux, le monétaire et le budgétaire. Quels sont pour vous je ne vais pas vous demander de me sortir des prévisions chiffrées sur les marchés européens à X mois, mais vous les sentez vraiment capables de prendre le lead, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai l'impression quand même que ça fait une vingtaine d'années que je commente régulièrement la différence entre les deux rives de l'Atlantique, et que chaque année ou presque, on me dit « Ah, ça y est, cette année, c'est l'année de l'Europe », et puis quelques mois après, en fait, on dit « non, c'était encore toujours pas cette année ». Donc, comment vous les voyez ? Et puis, est-ce qu'il y a des opportunités spécifiques à saisir ? Et notamment, on ferait rimer cette question avec la question de la relance européenne, de la relance de défense européenne. Voilà. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des secteurs qui pourraient devenir peut-être pas les 7 merveilleux de l'autre côté, mais peut-être pas loin? D'abord, dans ce qui s'est passé, il y a des choses rationnelles. C'est-à-dire que la hausse du marché européen de 10-15%, elle s'appuie d'abord sur des publications de résultats en Europe qui n'ont pas déçu.
pas de mauvaise nouvelle économique, l'idée que quand même les taux vont baisser, l'idée que quand même ce conflit russo-ukrainien va se calmer, et l'idée surtout qu'on ne croyait pas du tout à l'Europe et que il fallait surtout pas investir en Europe. Donc le premier mouvement, je dirais qu'il est facile, mais il nous amène à 10-12%. Ça veut dire que cette année, on attendait des bénéfices à 7-8, plus les dividendes, donc on y est. Donc c'est de voir comment... Voilà, donc normalement, on devrait s'arrêter là, entre guillemets. Voilà, on va chercher des raisons d'aller plus loin. Et au même moment, les États-Unis, c'est normal, c'est retour au point de départ. On retourne avant l'élection de Trump. Et là aussi, de manière assez logique, parce que l'économie ralentit un peu, il y a du doute chez le consommateur, il y a beaucoup d'inquiétude aussi, comment je peux investir, où je mets mes investissements. Donc tout ça est très rationnel. Une correction de 10-12% sur les États-Unis, c'est la vie des marchés. Maintenant, pour aller plus loin, sur l'Europe, il faut deux choses. C'est-à-dire que les flux, c'est une histoire aussi d'offre et demande, les marchés, les flux étrangers sont revenus timidement, donc il y a beaucoup de place. Il y a beaucoup de monétaires ou d'obligataires qui peuvent s'investir, donc il y a de la capacité pour tirer le marché. Alors peut-être pas comme vous l'avez dit Cédric, en allant vers d'autres secteurs. Donc nous, nos idées, c'est qu'évidemment, il y a toujours des valeurs de croissance qui nous semblent intéressantes, notamment dans les secteurs de la santé. Je peux citer des titres, AstraZeneca par exemple, dans le domaine de l'électrification. On voit bien que l'IA il va falloir équiper l'IA, donc l'infrastructure, elle doit être là. Ouais. On a des dossiers comme Veolia, et puis à côté de ça, vous avez les banques qui sont dans une situation idéale et elles restent raisonnablement valorisées. Et puis les cycliques qui, elles, ne sont pas pénalisées par la hausse des taux, et avec le thème de la reconstruction, des prix du gaz qui baissent. Donc vous avez la chimie avec des titres, je pourrais citer par exemple comme Arkema, un proxy finalement sur la défense, c'est de se positionner sur l'acier avec Arcelor. Donc on voit bien, là je vous cite des titres dont on ne parlait pas avant. Oui, bien sûr. Donc il y a de la place. Et au même moment, je pense qu'il y a un élément important aux États-Unis. Je voudrais parler des Magnific Seven. Donc leurs publications ont été bonnes, mais n'ont pas surpris à la hausse. Donc on est finalement dans un moment où on n'a plus de catalyseur sur ce secteur, où tout le monde a mis de l'argent. Donc même aux États-Unis, je pense qu'il y a des thématiques d'investissement en allant sur de la qualité, mais moins cher que ces sociétés. Donc, il y a quelque chose de plus homogène. On va redécouvrir qu'il y a 493 autres valeurs au sein du SPI. Exactement. Donc, avec des choses à jouer. Et puis, la Chine, on n'a pas parlé de la Chine, mais qui peut être aussi un élément important. Donc, il y a toujours ceux qui doutent. Il y a ceux qui n'ont pas vu la hausse et qui finalement doutent encore de la pérennité. Est-ce qu'on va être capable, parce que c'était un modèle très mercantiliste, très exportateur, le consommateur qui vieillit chinois, comment on fait, l'immobilier est difficile, mais là aussi, au moins boursièrement, il y a les vecteurs pour quelque chose de nouveau et de transformant. Et pour nous, si on veut être positif, il faut quand même que la croissance européenne et chinoise contrebalance un peu le ralentissement américain qui est normal. Tout se transforme, rien. Voilà. Juste, quel conseil vous donneriez à un épargnant ce matin qui a vu la dissolution, qui entend toutes ces questions? Enfin, je veux dire, il n'y a pas une matinale de grande radio nationale qui n'invite presque 2 fois par semaine tel ou tel général ou tel expert géostratégique pour savoir si la guerre est à nos portes, etc. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à un investisseur particulier, à un épargnant individuel, pour naviguer, on va dire, dans ce contexte économico-géostratégique? Je dirais déjà, s'il a moins de 55 ans et qu'il a 15 ans pour investir, les actions, il n'y a pas mieux comme placement si on a cette durée d'investissement. Alors, c'est pas 5 ans, c'est 10, 15 ans, et il y a quand même pas mieux que les actions. Et si en plus, il est là à investir régulièrement, finalement, il peut lisser les points. Donc, aujourd'hui, les actions, on l'oublie toujours, et notamment pour un investisseur français qui doit préparer son épargne, c'est important. Après, probablement, dans les portefeuilles, il a pu être tenté d'entendre qu'il y avait de faire que de l'Amérique. Donc, nous, on a vu des clients qui nous demandaient clairement d'investir sur les États-Unis. Donc, c'est d'être toujours équilibré, parce que l'équilibre, c'est la reine des sagesses. Et puis aussi, ne pas investir en permanence et régulièrement. Et peut-être qu'on est aussi à un tournant qui va être aussi sympathique pour la zone européenne. Et même si, Cédric, tous les deux, on dit ça depuis... on est déçus depuis 10 ans. Voilà. On va croiser les doigts. Merci Marc. Marc Favard et Promépar AM qui nous accompagnaient ce matin dans Cœur de patrimoine. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.